Salut à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette neuvième vidéo donc de Grand Prix, hein. C'est le Grand Prix d'Allemagne, donc qui a eu lieu pourtant il y a quand même quelques temps de ça, il y a quand même plus de 2 semaines de ça, avec du retard encore une fois comme d'habitude, donc je m'en excuse encore une fois, donc je vais essayer de faire le maximum pour me rattraper pour le Grand Prix d'Hongrie et de vous offrir un compte rendu le plus rapidement possible après le Grand Prix. Alors pour ce Grand Prix d'Allemagne, donc toujours écurie par écurie, on commence par l'écurie Marussia. Alors l'écurie Marussia, donc les deux pilotes comme d'habitude ont été en Q1, Chilton 21e, Bianchi 19e sur la grille, hein. Chilton ayant concédé 1 seconde 0,35 à son coéquipier Bianchi, donc c'est quand même encore une fois assez énorme. Et alors Bianchi a abandonné, Chilton termine la course 19e, donc comme Chilton a terminé la course, du coup il gagne quand même son duel face à Bianchi, ça fait 1-0 pour Chilton, et 7-2 pour Bianchi sur l'ensemble de la saison pour l'instant. Caterham maintenant, alors Caterham, pareil, hein, les deux pilotes Pic et Van der Garde termine 19e et 20e donc sur la grille, hein, sauf que Pic a été rétrogradé à 22e place. Hein. Donc Van der Garde prend la 20e place et Pic part dernier sur la grille. Pic fait une belle course puisqu'il remonte à la 17e position, donc devant son coéquipier et l'autre Marussia de Chilton, hein, il ne pouvait pas faire mieux. Et Van der Garde termine 18e, donc juste derrière lui. Chilton a été battu par les deux Caterham. Pic remporte évidemment son duel face à Van der Garde, donc 1-0, puisque Van der Garde termine loin de Charles Pic. Hein. Et du coup, sur l'ensemble de la saison, ça fait 8-1 pour Pic face à Van der Garde. La Toro Rosso. Alors, la Toro Rosso est beaucoup au centre de toutes les intentions en ce moment pour le transfert donc, de celui qui va remplacer Weber, qui va prendre sa retraite, donc le deuxième paquet Red Bull avec Vettel. Ricciardo, donc lui, passe en Q3. Il est 6ème sur la grille, ce qui est une excellente performance encore une fois pour le pilote australien. Malheureusement, il termine 12ème de la course. Il a fait une course, on va dire, plutôt mauvaise. Hein, mais il y a eu des circonstances de course. Verne, lui, par contre, est en Q2, 16ème, donc très très loin de son coéquipier, et il abandonne. Donc Ricciardo marque encore un point face à Verne, hein, et est à 5-4 pour l'instant sur l'ensemble de la saison. La Williams. Alors, les deux Williams partaient sur la 9ème ligne, hein, donc étaient en Q1, Bottas et Maldonado. Bottas devant Maldonado sur la grille de départ, hein, pour 14 millièmes seulement. Et sur la course, c'est l'inverse en fait, c'est Maldonado qui termine devant Bottas 15ème et 16ème. Alors à savoir que Maldonado termine à près de 30 secondes de son coéquipier devant, donc c'est suffisant pour lui faire remporter la manche, hein, le pilote vénézuélien. Donc ça fait 1-0 pour lui, et sur l'ensemble de la saison, c'est une égalité parfaite pour l'instant entre les deux, ça fait 5-5. La Force India ensuite. Alors la Force India, les deux pilotes, là je crois que c'était une déception, puisque les deux pilotes étaient en Q2, alors que d'habitude les pilotes régulièrement en Force India sont en Q3. Sutil derrière Di Resta, donc Sutil 15ème, Di Resta 12ème, avec 3 dixièmes d'écart entre les deux. Bon, c'est pas énorme non plus, mais Di Resta, on voit bien qu'il est quand même sur l'ensemble de la saison, quand même, ça confirme qu'il est un peu meilleur que son coéquipier allemand. Et en course, donc l'Écossais Di Resta termine 11ème à la porte des points, et Sutil 13ème, 3 secondes derrière, hein, quasiment 4 secondes derrière. Donc c'est rien du tout, mais encore une fois, Di Resta remporte son duel face à Sutil. Et sur l'ensemble de la saison, ça fait tout de même 6-4 pour Di Resta. Pour la Sauber, alors la Sauber, Gutiérrez est passé en Q2. Il est régulièrement en Q3, mais là il est passé en Q2, donc c'est pas mal, 14ème en plus. Et Hülkenberg passe en Q3, je crois que c'est une des rares fois qu'il l'a fait, il a dû le faire une autre fois. 10ème, hein, il n'a pas participé à la Q3, il a préféré économiser sa voiture. Hein. Et les résultats, alors ça c'est étonnant aussi, les résultats sont exactement les mêmes en qualification qu'en course, c'est-à-dire que Hülkenberg marque encore un point pour Sauber, bon ça c'est bien, surtout que Sauber est une équipe en difficulté, mais apparemment il a trouvé racheteur, et Gutiérrez termine donc 14ème de la course, à un peu plus de 10 secondes de son coéquipier. Naturellement Hülkenberg remporte son duel face à Gutiérrez, et ça fait 7-2 sur l'ensemble de la saison pour l'Allemand. Alors chez Mercedes, deux fortunes différentes, hein, que ce soit en course ou en qualification. Hamilton part en pole, donc excellente performance encore une fois de la Mercedes en qualification. Mais Rosberg, et ça je crois que c'est la première fois que ça arrive à la saison, j'en suis quasiment sûr, Rosberg est en Q2 seulement, 11ème à la porte de la Q3, il ne participe pas à la Q3. C'est une énorme contre-performance pour Rosberg, qui terminera la course en 9ème position. Tandis qu'Hamilton, lui, n'est même pas capable de jouer le podium, il termine 5ème et on retrouve encore une fois les tares du début de saison de la Mercedes, qui font d'excellentes qualifications et qui en course ne peuvent pas suivre le rythme des autres. Donc du coup, Hamilton termine quand même devant son coéquipier Rosberg à près de 20 secondes devant, remporte son duel et ça fait 7-4 sur l'ensemble de la saison. Lotus, alors là Lotus, c'est une équipe qui nous a agréablement surpris en Allemagne. Raikkonen
et Grosjean en Q3 tous les deux. Raikkonen devant Grosjean 4ème et 5ème, mais seulement à 67 millièmes, ce qui prouve que Grosjean est très rapide sur un tour, mais ça on n'avait pas besoin de le dire, on le savait déjà. Et au final, bah, c'est un podium pour les deux pilotes Lotus. Hein. Raikkonen 2ème, donc devant Grosjean 3ème, 4 secondes, enfin quasiment 5 secondes devant. Et bah, Grosjean, justement, parlons de sa course un peu, puisqu'il a été quand même assez décrié, par moi aussi également, hein, parfois. Et bien là, Grosjean a certainement fait l'une des plus belles courses de sa carrière en Allemagne. Et je pèse mes mots. Il a fait une des plus belles courses de sa carrière parce que tout simplement, au début de la course, il talonnait Vettel. Seulement Vettel était légèrement, mais très très légèrement plus fort dans son troisième run. Raikkonen a failli gagner la course également, hein, puisqu'il termine qu'à 1 seconde derrière Vettel. Mais Grosjean a animé vraiment cette course, notamment avec Vettel, pendant le deuxième relais. Donc c'est vraiment quelque chose à souligner. Malgré tout ça, bon, bah, il faut bien reconnaître que Raikkonen en course et en qualification bah, était devant Grosjean pour les deux. Il remporte son duel, ça fait 9-0 pour Raikkonen face à Grosjean. Donc encore une fois, c'est la seule équipe à avoir un score comme ça entre les deux coéquipiers. Mais je dois quand même saluer Romain Grosjean sur cette course-là malgré tout, parce qu'il a fait une belle course. Et alors Raikkonen, comme d'habitude, fidèle à lui-même quand la voiture marche, il fait une course canon et termine une fois de plus, une des nombreuses fois de plus sur le podium. Grosjean en est à son deuxième podium après Bahreïn. Donc ça, c'est plutôt pas mal. McLaren maintenant. Alors les deux McLaren, Button est passé en Q3 9ème. Il n'a pas participé non plus comme Hülkenberg à la Q3, enfin il n'a pas été crédité de temps, mais il termine devant Hülkenberg parce que certainement qu'en Q2 il avait fait mieux. Quant à Perez, donc lui il a été en Q2, 13ème, donc derrière son coéquipier encore une fois. Button en course termine 6ème devant son coéquipier Perez 8ème. Moi je trouve que les McLaren ont été les belles surprises aussi de cette course en Allemagne, puisque partir 9ème et 13ème et terminer 6ème et 8ème, Perez à 10 secondes de son coéquipier Button quand même, sur une course de plus de 60 tours, hein. Bah moi je trouve que Perez il fait d'énormes progrès, et même s'il reste derrière son coéquipier Button, moi je pense que Perez, avec une année d'expérience de plus, peut prendre la mesure de Button. D'ailleurs Button en a marre, il veut partir de McLaren déjà. La voiture n'est plus conforme à ce qu'il attendait. En tout cas, c'est une McLaren qui n'est absolument pas capable de gagner à la régulière un Grand Prix. Button remporte son duel face à Perez, ça fait 6-4 sur l'ensemble de la saison. Ferrari maintenant. Alors les deux Ferrari, passe en Q3, ça c'est pas exceptionnel. Hein. Sur la 4ème ligne, c'est pas super bien non plus. Alonso l'a dit, pour que je puisse battre Vettel, il faut que la Ferrari, comme en début de saison finalement, soit très bien placée en qualification. Et j'ai l'impression que la Ferrari, sur plusieurs Grands Prix, commence à décliner sérieusement, parce qu'au début de la saison, elle était capable de se battre avec les meilleurs. Contrairement à l'an passé, où au début de la saison, elle n'était pas capable, et qu'elle s'est rattrapée par la suite pour être capable de rivaliser avec Vettel en fin de saison. Mais là, c'est le contraire, en fait. La Ferrari était performante au début de saison, et décline petit à petit, voit Lotus, Mercedes surtout, repasser devant. Alors, Massa termine devant son coéquipier en qualification, 7ème, 8ème, pour 83 millièmes, on va dire quasiment un 10ème, donc ça c'est bien et ça a souligné aussi. Par contre, Massa a pris il avait pris un bon départ, Massa, et il abandonne malheureusement, alors qu'il pouvait faire une très belle course. Tandis qu'Alonso termine encore une fois en course, la Ferrari est très performante, il sauve carrément les meubles Alonso, mais n'a jamais été capable de suivre le rythme ni de Vettel ni des deux Lotus. Il termine tout de même avec le meilleur tour en course. Et sur l'ensemble de la saison, ça fait 8-1 pour Alonso, qui remporte bien sûr son duel face à Massa, qui est abandonné. Et enfin donc la Red Bull. Alors la Red Bull, Weber et Vettel, 2ème et 3ème, donc Vettel 2ème, Weber 3ème, pour 1 dixième. Donc ce qui prouve bien que Weber est un pilote quand même qui a sa place chez Red Bull et qui est assez rapide. Vettel n'a jamais été inquiété de toute la course, il a rapidement dépassé Hamilton, après le premier relais, hein, Hamilton a mené la course et ensuite Vettel l'a dépassé. Donc Vettel n'a jamais été inquiété, sauf par Grosjean pendant le deuxième run et par Raikkonen dans le troisième run. Tandis que Weber, lui, alors Weber pouvait légitimement prétendre à la victoire hein, sur cette course, il était rapide et tout, ça y a pas de problème. Seulement, quand Vettel ravitaille de manière parfaite, Weber, il y a toujours quelque chose qui se passe dans les stands, et là en l'occurrence c'est une roue, c'est la roue arrière droite qui s'est détachée, et qui a même blessé d'ailleurs un journaliste. Donc Weber, je crois, va écoper d'une pénalité pour le Grand Prix de Hongrie. Toujours est-il que Vettel gagne la course, Weber termine 7ème, à plus de 37 secondes derrière son coéquipier. Donc Vettel remporte largement le duel 1-0,
Et sur l'ensemble de la saison, il domine largement son coéquipier également Weber, 8-1. Donc ça c'était pour la course, maintenant nous allons passer au top et au flop. Alors nous commençons donc par les flops donc, de ce Grand Prix d'Allemagne. Alors en flop numéro 3, je mettrai Mark Webber. Pour les raisons que j'ai citées, c'est que Webber, encore une fois, enfin c'est pas vraiment Webber, c'est le clan Red Bull. Le pilote australien a le talent. Il est peut-être pas aussi rapide que Vettel, ça je l'avoue, mais il a le talent pour conduire chez Red Bull. C'est un pilote solide qui connaît la maison depuis très longtemps, hein, depuis qu'il était avec Coulthard même. Et bon bah du coup Vettel est largement devant. Depuis qu'il est arrivé, la Red Bull va beaucoup mieux, enfin et tout et tout. Et là, sur cette course-là, encore une fois, le réalisme de Red Bull envers Vettel n'a pas été le même que celui de Weber. La roue arrière droite qui se détache de la voiture de Weber, qui blesse un mécanicien, qui l'oblige à rentrer une deuxième fois au stand, fait qu'ils ont complètement ruiné la course de Weber, qui pouvait légitimement prétendre à la victoire, sûrement au podium, hein, de manière quasi sûre qu'il était sur le podium. Il termine tout de même 7ème, l'Australien, c'est le père courage, hein, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais à 37 secondes derrière son coéquipier. Deuxième flop pour moi, c'est Force India. Force India n'a jamais été en mesure de marquer le moindre point dans ce Grand Prix d'Allemagne. Déjà, ils étaient en Q2, mais même si c'est en Q2, ils sont capables de marquer les points. Pour moi, c'est la 5e ou 6e meilleure voiture du plateau, je crois. La 5e meilleure voiture du plateau, je pense même, Force India. Derrière Ferrari, Mercedes, Lotus et Red Bull. Et bien là, ils se sont fait passer et copieusement dépassés par McLaren sur cette course, qui sont leur principal rival au championnat, constructeur. 12e et 15e sur la grille de départ, 11e et 13e à l'arrivée. Un tir groupé, puisque Sutil n'est pas très loin de Di Resta, mais c'est hors des points et c'est la première fois que ça arrive, donc Force India, un flop. Et le flop principal encore de la course, ça n'étonnera personne, hein, je pense que c'est à chaque fois la même chose, c'est Mercedes. Mercedes qui, encore une fois, retombe dans les travers des premières courses. Alors, depuis le Grand Prix de Monaco jusqu'au Grand Prix d'Angleterre, on pensait les Mercedes capables d'améliorer le tir, d'avoir des meilleurs pneus. Il s'avère qu'en Angleterre, la température était fraîche. La Mercedes aime les conditions de course plutôt fraîches. En Allemagne, il a fait chaud. Et en l'occurrence, McLaren retombe dans ses travers. Les pneus avaient du mal à chauffer. Hamilton a eu les pires difficultés à rester au contact des meilleurs. Je crois qu'il termine à une vingtaine de secondes derrière Vettel. Donc c'est énorme pour quelqu'un qui partait en pole. Et Rosberg, n'en parlons pas. Je pense que s'il y a vraiment un flop à lui décerner, c'est à lui. Il passe pas la Q2 et il termine 9ème. Après 20 secondes d'écart de son coéquipier. Hamilton sauve encore les meubles, mais pour Mercedes, ça devient urgent de réagir et d'être confronté au problème. Et d'ailleurs, au Grand Prix de Hongrie qui va se passer demain, Mercedes, il va falloir sérieusement qu'ils améliorent les choses parce que je les vois pas se battre même pour le podium. Alors ensuite, voilà, ça c'était pour les flops. Maintenant, nous allons passer au top. Donc les tops pour ce Grand Prix d'Allemagne, alors dans le désordre, 3e meilleur top c'est les McLaren. Les McLaren pour moi m'ont surprise, c'était des voitures surtout avec Perez, mais même avec Button sur ce Grand Prix d'Allemagne, qui attaquent, qui n'hésitent pas à dépasser, qui prennent des risques, c'est une équipe combattante, surtout avec Perez, comme je les aime en fait. Et McLaren, n'oubliez pas que c'est quand même une équipe qui l'an passé encore se battait pour les victoires régulièrement, victoires dans les Grands Prix avec Hamilton et Button, et cette année qui ne peuvent à peine viser le top 5. Je crois que la 5ème place a été la meilleure position d'une McLaren cette saison. Donc ils sont même pas capables de se battre pour le podium, et le fait de les voir se battre dans le milieu du peloton, moi je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Donc, mon 3ème top ira à McLaren. Mon 2ème ira à Alonso. Alors, Alonso, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, je pense que je vais le répéter dans une vidéo hors série de mi-saison. Alonso est le pilote providentiel de Ferrari. Sans Alonso, Ferrari ne serait pas à la place où ils sont actuellement. Alonso est un de ces pilotes qui est capable, comme Vettel chez Red Bull, comme Raikkonen chez Lotus, pour l'instant, à motiver les troupes et à leur dire que même si la voiture n'est pas bonne, eh bien il restera fidèle à Ferrari jusqu'à la fin. C'est Alonso qui l'a dit, Alonso restera fidèle à Ferrari. Vettel me semble pour l'instant fidèle à Red Bull, même si je pense qu'il y a des envies d'aller voir ailleurs, mais Alonso, c'est Ferrari. Ferrari est Alonso, et Alonso est Ferrari. Ça, il n'y a pas de problème. Une Ferrari qui, en qualification, est de moins en moins bonne, hein, ça faut pas se le cacher non plus, puisqu'Alonso est parti 8ème quand même. Le Grand Prix précédent, c'était pas beaucoup mieux non plus.
Et Alonso qui arrive à terminer la course 4ème avec le meilleur tour en course, avec du matériel qui ne suit pas les Red Bull et les Lotus sur ce Grand Prix, on le dit, on le répète. Donc un grand bravo, monsieur Alonso. Et enfin, donc le top numéro 1, c'est la Lotus, hein, ça ne surprendra personne. Lotus, encore une fois, qui par des belles températures, des températures chaudes, est encore capable de réussir des choses, quitte à gagner des courses. Alors en Australie, il faisait pas forcément chaud, mais Raikkonen avait mieux géré ses pneus avec une stratégie décalée que ses concurrents Vettel et Alonso. Et bien là, c'est tout simplement la performance pure de la Lotus qui était à un moment de la course meilleure que celle de Red Bull. Les deux Lotus se sont battus contre Vettel pour la victoire sur ce Grand Prix d'Allemagne, et ça c'est vraiment pas mal. Donc Grosjean, lors du deuxième run, Grosjean a bien failli même créer la surprise en remportant pourquoi pas sa première victoire. D'ailleurs il est à 5 secondes de remporter sa première victoire en termes de 5 secondes de Vettel. Et après c'était Raikkonen. Donc Raikkonen est bien sûr passé devant Grosjean à la suite d'une stratégie d'équipe, parce que quand on a 9-0 Raikkonen face à Grosjean, que Raikkonen est en lice pour le championnat face à Vettel, moi j'aurais fait pareil, j'aurais demandé à Grosjean de laisser passer Raikkonen, ce qu'il a fait, ça y a pas de problème. D'ailleurs une petite accolade entre Raikkonen et Grosjean sur le podium, ça pour être signalé. Grosjean faisait peut-être un petit peu la gueule sur le podium, mais il s'avère qu'effectivement en fin de course son rythme était beaucoup moins rapide que celui de Raikkonen, ça c'est sûr et certain aussi. Grosjean pendant le deuxième run a été capable de suivre Vettel. À la fin, Vettel a repris un petit peu de performance pure sur Grosjean et l'a largué. Et à la fin de course, c'était Raikkonen, s'il restait encore une fois, peut-être pas un tour, mais 3, 4, voire 5 tours de plus. Je pense que Raikkonen était capable de gagner cette course. Mais la Red Bull est une voiture tellement solide que c'est très 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 difficile et qu'il faut vraiment une voiture au top pour dépasser Vettel. Tout du moins Vettel, ça c'est sûr. Donc voilà, écoutez, après les tops, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ouvrirai peut-être un compte Twitter pour suivre un petit peu plus mes vidéos, même si c'est vraiment pour l'instant que de l'amateurisme. Je ne fais ça que pour ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. J'étais même surpris que la vidéo de la présentation du Grand Prix la présentation de la saison atteigne autant de vues. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, des critiques, des remarques, n'hésitez pas à les faire, hein. Moi je suis là pour ça, c'est toujours constructif, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous promets donc la vidéo du Grand Prix de Hongrie après le Grand Prix de Hongrie à chaud, parce que là c'est vrai qu'après 3 semaines, je me rappelle plus très très bien de la course. J'ai pas pu l'enregistrer, mon magnétoscope était plein. Par contre, il y aura une vidéo donc entre le Grand Prix de Hongrie et le Grand Prix suivant, une vidéo de bilan d'intersaison, où je vais parler transfert, où je vais parler performance, où je vais parler d'un petit peu tout ça, mes coups de gueule, mes critiques et tout. Et par contre, je vais terminer donc sur une critique, puisqu'on m'a demandé énormément avant chaque vidéo de faire une vidéo de pronostic sur le Grand Prix suivant. Donc là pour moi c'est le Grand Prix de Hongrie, et je vous assure que je l'ai fait. Avant d'enregistrer cette vidéo, je suis allé sur les sites de paris en ligne, donc notamment Bwin et BetClick, sur lesquels il y a le plus de paris sur la Formule 1. Je n'ai trouvé aucun pronostic du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Donc je trouve ça dommage, parce qu'avant c'était le cas, avant la plupart des Grands Prix, 2-3 jours avant, donc même avant les essais libres, il y avait un Grand Prix, donc les paris étaient ouverts sur le vainqueur, le podium, le top 10. Et je soupçonne fortement donc ces bookmakers de ne plus le faire, parce que c'est vrai qu'au début il y a des belles cotes. Avant les essais, il y a des belles cotes à prendre. Par exemple, un Raikkonen, je pense que une victoire de Raikkonen aurait été à 3,50. C'est ce que je retiendrai pour ce Grand Prix d'Hongrie. Moi, je penche fortement pour une victoire de Raikkonen. Vettel écrase tout, mais je pense que Raikkonen est capable de gagner Hongrie. Pareil, et après, ce qu'il y a, c'est qu'après les qualifications, les cotes chutent forcément, puisqu'il y a une meilleure idée de la hiérarchie. Et si par exemple Raikkonen partait 14e en Hongrie, la cote elle passe de 3 à 7 ou 8 par exemple, voire 9 ou 10. Tandis que si Raikkonen il part en pole position, s'il crée la surprise et qu'il part en pole position en Hongrie, la cote elle va passer de 3 à 1,5 ou 1,4 par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y avait des bons coups à faire, mais surtout avant la course. Et moi c'est vraiment un coup de gueule que, d'ailleurs, si jamais, on sait jamais, avec un peu de chance, s'il y a des personnes, des bookmakers de BetClick ou de Bwin qui m'écoutent, ça peut être vraiment pas mal de restaurer donc les pronostics avant
les essais libres, donc le jeudi par exemple, ouvrir les pronostics le jeudi et faire évoluer les cotes en fonction. Mais bon, visiblement pour les bookmakers, c'est quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de... Ils doivent perdre peut-être plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Donc bon bah... C'est dommage, mais du coup je ne peux pas faire ma rubrique pronostic si ce n'est de parier sur une victoire de Raikkonen pour le Grand Prix d'Hongrie, mais pour le fun, comme ça, sans donner de cote. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!